Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de cette édition au sommaire. Le président de la République, Macky Sall, est de retour à Dakar. Le chef de l'État revient de la RDC où il prenait part à la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi, réélu pour un second mandat présidentiel. La rubrique découverte vous dévoile l'histoire méconnue de la Maison de la Culture d'Outasek, jadis résidence officielle de l'ancien président du Conseil Mamadou Dia, un petit palais témoin d'une séquence historique majeure du Sénégal. Et puis le grand forum environnement nous mène à la station balnéaire de Salut-Portudal, la petite côte touchée par l'avancée de la mer. La digue artificielle de plus de 20 milliards résiste au dérèglement climatique. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, sachez que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, est de retour à Dakar dans la soirée d'hier. Vous le savez, le chef d'État revient de Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il prenait part à l'investiture du président réélu Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a été salué à son arrivée par le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, ainsi que d'autres autorités civiles militaires à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff, où les honneurs militaires lui ont été rendus. Donc, direction République démocratique du Congo, je vous le disais, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a pris part à la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi, réélu pour un second mandat, sous le signe de l'unité, de la sécurité et de la prospérité. Ce mandat s'annonce sous de bons auspices. Plusieurs chefs d'État ont honoré de leur présence. Envoyés spéciaux à Kinshasa, Elhaj Malick Nia et Oumar Niega. Cette investiture, les Congolais l'ont voulu gigantesque. Au stade des martyrs, ils sont tous mobilisés pour l'unité, la sécurité et la prospérité. Parmi les chefs d'État invités, le président Macky Sall. Avec ses homologues présents à la cérémonie, ils marquent ainsi leur amitié au président Félix Tshisekedi. Arrivé en grande pompe, le président congolais est installé dans un cérémonial tout aussi grand. Avec un serment reçu devant les autorités judiciaires et des symboles de la République. L'installation, ainsi actée, met en route un second mandat. Réélu avec plus de 73% des voix, le président Félix Tshisekedi devra faire face à l'animosité politique, à des défis sécuritaires et économiques. Devant ses compatriotes, il promet de relever les défis dans l'unité. La présence des chefs d'État et de délégations, comme le président Macky Sall, sera un signe d'encouragement dans ce nouveau cap. Voilà donc avec le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, qui prenait part à la cérémonie d'investiture du président congolais Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Et puis, je vous fais part de la publication de la liste par le Conseil constitutionnel des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Il s'agit de Boubacar Kamara, Cheikh Tidiane Dièye, Déthié Fall, Daouda Ndiaye, Habib Sy, Khalifa Ababacar Sall, Anta Babacar Ngom, Amadou Ba, Rose Wardini, Idrissa Seck, Aliou Mamadou Dia, Serigne Mboup, Papa Djibril Fall, Mamadou Lamine Diallo, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Elhaj Malick Gakou, Ali Ngouille Ndiaye, Elhaj Mamadou Diao, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Thierno Alassane Sall. Puis je vous fais lecture de ce communiqué de la Direction générale des élections. Suite à la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 et pour les besoins de l'impression des bulletins de vote, la Direction générale des élections, DGE, porte à la connaissance des mandataires des 10 candidats que ces services 6 à l'avenue Elhaj Malick Sy, Angle Rue 6, ex-cité police sont ouverts le dimanche 21 janvier 2024 de 8h à 18h pour le dépôt
de la version électronique des maquettes de bulletins de vote, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 036 714 du 12 décembre 2023 relatif à l'organisation technique de l'impression des bulletins de vote pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ce dépôt est préalable à la tenue de la réunion d'information à l'attention des mandataires prévue le lundi 22 janvier 2024 à 10 h à la salle de conférence de la DGE et qui porte sur les modalités de l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande pris en charge par l'État, l'imprimeur en charge des travaux d'impression des documents pour chaque candidat et l'arbitrage sur les éventuels conflits portant sur les couleurs choisies. C'est autre communiqué de presse de la Direction générale des élections. Le directeur général des élections rappelle aux candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 que conformément aux dispositions de l'article L68 du Code électoral, ils doivent désigner un plénipotentiaire auprès de chaque autorité administrative compétente. La lettre de désignation de ce plénipotentiaire doit être notifiée au préfet et au sous-préfet 33 jours avant la date du scrutin, c'est-à-dire le lundi 22 janvier 2004, fait à Dakar par le directeur général des élections. Le Premier ministre a préparé à la ziara annuelle de Thierno Mansour Baro, une des 7e éditions clôturée hier à Bourg. La ziara se tient sur 3 jours avec d'importantes séquences de prières et de dévotions. Amoudba a requis les prières pour l'ensemble du Sénégal. Aramdo. L'événement est immanquable à Bourg en ce qu'il consacre des journées de prière perpétuées en la mémoire d'un illustre homme de Dieu, Thierno Mohamedoul Mansour Baro. Comme en pareil moment, l'année dernière, le Premier ministre y sacrifie à la prière du soir dans une parfaite démarche de foi. J'ai eu le privilège d'effectuer ici l'année dernière la prière du soir en compagnie du président de la République. C'est un réel plaisir que de prendre part à l'édition de cette année. Nous prions que le Seigneur vous garde et qu'il nous permette de revenir ici l'année prochaine en bonne santé. Thierno Mohamedoul Mansour Baro a été rappelé à Dieu en 2007. Natif de Doumga, Ouro Thierno, fils du grand soufi Thierno Ahmadou Baro, il a été un maître incontesté de la science islamique, un imam qui compte un peu partout des disciples. Le Premier ministre se tient à leur côté, sollicitant des prières pour le Sénégal. Je suis venu au nom du chef de l'État qui vous demande de prier pour le Sénégal. Nous vous demandons à notre tour de prier pour lui-même, le président, et pour sa famille. Il est exclusivement au service du pays et mérite des prières. Nous sollicitons aussi des prières pour des élections apaisées. Que notre unité soit préservée et que la présidentielle se déroule dans la paix totale. Thierno vous souhaite la bienvenue chez vous, car vous êtes pour nous un membre de la famille. Il en est de même pour le président de la République, à qui nous transmettons nos remerciements. Allah, le Tout-Puissant, nous exhorte à le prier et nous savons qu'il est immensément généreux. Donc priez et nous prions pour qu'il exauce vos vœux. Les ziaras annuelles de Thierno Mansour Baro se tiennent toujours sur 3 jours avec au programme un Hadaratul Juma, des séances de prière et de causerie. Le Premier ministre Amadou Ba est un habitué de l'événement et sa présence à la clôture de cette 17e édition a été encore une fois très appréciée.
Retour sur le choc Sénégal-Cameroun, suivi avec passion partout dans le pays, à la RTS, mais aussi dans les airs, à bord de l'avion de commandement. Le chef de l'État a été aussi devant son petit écran, la RTS sur la terre ferme, comme en altitude, quand le chef de l'État réaffirme sa fidélité à la chaîne publique. Chronique signée Ousmane Garifaye. Depuis sa suite présidentielle à bord de l'avion de commandement, il a regardé et suivi en direct et en même temps que le commun des Sénégalais, le choc Cameroun-Sénégal. Pendant 90 minutes et en altitude, le chef de l'État a vécu les mêmes sensations. Il a été soumis à la même pression que les Sénégalais restés sur la terre ferme. Le président a vibré, jubilé en même temps que le pays entier quand le goléador barrait la note dans le temps additionnel. De la joie, de la jubilation. Mais plus qu'un instant de football en altitude, c'est un moment de communion que le président de la République a voulu passer avec la télévision nationale, dont il reste l'un des plus fidèles téléspectateurs. Preuve par l'exemple que celui-ci reste connecté en permanence à la RTS, à la maison chez lui, comme au palais de la République ou encore dans l'avion de commandement, comme le montrent ces images exclusives. Un marqueur de fidélité, d'attachement à la télévision nationale en particulier, au service public en général, et il faut le dire, la qualité de ce signal reçu dans les meilleures conditions en altitude et qui a offert au premier des Sénégalais ce confort d'écoute et de vision et le témoin vivant du niveau d'équipement, de perfection, de modernisation et de pénétration sans commune mesure de la RTS dans l'espace public. Une capacité de déploiement encore manifestée à l'occasion de l'inauguration du BRT. 6 heures de direct sans discontinuation. Voici le résultat de l'immense investissement consenti par le chef de l'État pour inscrire la radio-télévision nationale sur les standards internationaux, lui garantissant de jour comme de nuit les possibilités de satisfaire à sa mission de service public. Hommage ne pouvait être plus grand pour la RTS et son personnel venant de celui qui a affirmé, au lendemain de sa prestation de serment comme chef de l'État en 2012, avoir fait le pari de ne regarder que la télévision nationale. Et depuis, l'homme est resté fidèle au rendez-vous avec un soutien multiforme qui a modernisé l'outil de production et de diffusion, amélioré les conditions de vie des agents dans comme à l'extérieur de l'entreprise qui s'autorise désormais les capacités à s'ouvrir de meilleures perspectives. Le coach Aliou Cissé s'est rétabli. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal donc est rétabli. Il a rejoint l'hôtel des Lions hier soir. Selon la Fédération sénégalaise de football, son état de santé donc reste stable. La Guinée, prochain adversaire du Sénégal en phase de poule, s'est imposé 1-0 devant la Gambie hier en zone mixte. Les joueurs du Sili national se sont prononcés sur la rencontre face au Sénégal, prévue le 23 janvier. Ils sont au micro de Fatoumata Savané. C'est une très belle victoire, on est content, ça se voit. On fait une bonne entame de match. On met des choses en place et ça marche bien. La victoire qui fait du bien, quoi. Voilà, il va falloir continuer comme ça. On va aborder le match pareil comme les autres matchs. Que ce soit après, vous savez, dans cette compétition, il n'y a pas de petites équipes. Elle a été championne. Je respecte cette équipe. Elle a pas mal de qualités aussi. On viendra avec nos armes et on va essayer de mettre les choses en place et puis essayer de battre cette équipe. Il faut se concentrer sur le prochain match contre le Sénégal. On a une première place à aller chercher. Et voilà. Ouais, ce sera une finale, ça c'est sûr. Sénégal, franchement, c'est une grosse équipe. Et franchement, on a toutes nos chances. Avec ce qu'on a montré, je pense qu'on peut les battre. Et on va chercher la première place. C'est très important pour nous, pour la qualif et tout. Mais comme vous le savez, ce n'est pas encore fini. Nous allons nous concentrer sur le match du Sénégal et pour finir cette poule en beauté. Vous savez, le Sénégal, c'est une équipe qui est en place. Vous le savez déjà. Voilà, ça va être un très bon match. Un match de fair play en fait. C'est toujours un grand plaisir pour moi de jouer avec mon grand frère Sadio Mané. Et j'espère qu'on va les battre. On a 4 points. On a plus de blessés. Avec 4 points, on peut dire qu'on est pratiquement qualifié. Eux, c'est clair qu'ils ont fait le point. Ils sont champions en titre. Et contrairement aux autres années, ils ont 6 points. Donc, ils sont super forts. On respecte ça. Mais un derby, ça se joue. Non, ça se joue pas, ça se gagne. Donc, voilà, on avait fait 0-0 la dernière fois. On verra bien. Et physiquement, j'ai l'impression qu'on tient bien. Donc, on sait que face au Sénégal, c'est une équipe à la fois technique et physique. Donc voilà, je suis très pressé d'y être à ce derby, voilà.
Voilà, et puis les fan zones, véritables vitrines pour les partenaires de la RTS, la directrice commerciale et marketing d'Aminata Djan souligne l'impact des droits de retransmission offrant aux partenaires une visibilité accrue et une opportunité de mettre en avant leurs produits. Elle est au micro d'Abdoulaziz Ban. C'est tout un package et ça suscite de l'intérêt, surtout pour les hommes d'affaires, parce qu'avant, on avait peut-être des soucis avec certains médias de la place, mais on a constaté cette année qu'il y a un homme d'affaires qui évolue dans le secteur de l'événementiel, qui est en train de dire des contre-vérités par rapport à notre contrat. Fanzone, comme nous le savons nous tous, c'est un lieu de rassemblement des supporters. En même temps, c'est un produit qui intéresse les partenaires. Et la publicité est actuellement en mutation. Dans le temps, nous étions à l'ère de l'annonce lue à la radio, mais ça a évolué. Nous connaissons, nous tous, des spots qui passent à l'antenne, mais de plus en plus, les partenaires mettent l'accent sur des produits innovants, comme le placement de produits que nous constatons dans les films. Il y a également certains partenaires qui travaillent avec des structures sur les éléments de langage, notamment les organismes et autres, qui les traduisent sous forme de films, de sensibilisation. Mais les bannières aussi, nous l'avons constaté à l'antenne, les pop-up et autres. Donc c'est un secteur qui bouge beaucoup. Donc naturellement, dans le milieu de l'événementiel, les partenaires préfèrent être sur le site, en fait, pour échanger avec la foule qui est présente déjà, pour, comme j'ai dit tantôt, présenter les produits, les services, etc. et gagner en visibilité. Voilà, donc d'où la présence de leur visuel sous forme de bannières, oriflammes, etc. En dehors de l'installation de ces fan zones, il y a pas mal d'activités à l'intérieur, comme les concerts, etc., qui nécessitent beaucoup de charges, on va dire. Et SD Consulting est en partenariat avec d'autres structures pour l'installation des écrans. De toute façon, à l'occasion, le concerné pourra accentuer sa communication sur ça. Et pendant cette période de Coupe d'Afrique des Nations, il faut disposer d'un bon téléviseur. Entre réparation et acquisition d'un nouvel appareil, les téléspectateurs se mobilisent et découvriront les tendances et les choix des amateurs de football dans ce reportage signé Mbara Ndiaye et Ramatanem. En cette période de Coupe d'Afrique des Nations, le téléviseur est un élément incontournable dans les foyers. Pour beaucoup de téléspectateurs, suivre les matchs de CAN reste une priorité. Nous sommes à la rue Tolbiac. Dans cet atelier, les réparateurs s'activent sur des téléviseurs en panne. Avec la CAN, les postes téléviseurs sont très prisés. En cas de panne, les gens se démènent pour essayer de les réparer. Parfois, on est souvent confronté à des pannes d'alimentation ou d'allumage des lumières appelées backlight. Beaucoup de gens préfèrent la réparation. C'est le cas de ce client. Il a préféré faire réparer son téléviseur plutôt que d'en acheter un neuf. Durant la CAN, les gens ont besoin d'avoir des postes téléviseurs chez eux. Je préfère réparer mon poste car ici, les réparateurs sont très efficaces. À quelques encablures de la rue Tolbiac, dans une boutique spécialisée sur l'avenue Lamine Gueye, nous avons trouvé ce monsieur à la recherche d'une télévision dernière génération. Personnellement, pour moi, je préfère acheter une nouvelle télé que de réparer une télé. On est dans l'avancée de la technologie, donc c'est préférable d'acheter une télé qui est une télé Smart TV, dont tu peux avoir l'Internet dessus, tu peux te connecter sur YouTube, sur Facebook, tu peux faire tout ce que tu veux avec la télé. La CAN profite bien aux vendeurs qui font des promotions. La CAN n'est pas semblable aux autres périodes. Pendant ces moments, chacun va avoir un téléviseur avec une bonne qualité d'image. Durant la compétition, on a diminué les prix. On peut même dire que c'est à la portée de toutes les bourses. Avec la diffusion des matchs de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, les postes de téléviseurs sont très sollicités. Qu'ils soient neufs ou réparés, l'essentiel est d'en avoir un qui fonctionne. Les bébés de la pouponnière Cœur Yërmandé sont toujours à l'hôpital Gaspard Camara. Leur état de santé s'est beaucoup amélioré. La prochaine étape, ce sera le placement des enfants, soit dans des familles d'accueil ou bien dans leur propre famille, la meilleure option, selon le professeur Ibrahim Giroud, spécialiste de la petite enfance, Ramatadem. Séance d'éveil et de stimulation pour les bébés recueillis au centre de santé Gaspard Camara
Ils retrouvent petit à petit leur joie de vivre. J'ai trouvé une équipe qui se donne corps et âme pour que ces bébés restent en vie, se développent. Il y a ce qu'on appelle la survie, c'est que les bébés restent en vie, mais il y a aussi le développement, c'est que les bébés s'épanouissent. Ces bébés sont pris en charge par un personnel qualifié, mis à leur disposition 24 heures sur 24, retrouvant ainsi calme, sécurité et sérénité. Il y avait pratiquement 8 qui étaient évacués au niveau de Albert Royer. Donc ils nous ont été rendus, à l'exception de 2 qui n'étaient pas stables, qui sont restés à Albert Royer. À l'hôpital de Pékin, on avait envoyé 6, ils nous ont ramené les 4, donc il en reste 2. Donc ça va, ceux qui sont revenus sont assez stables. C'est des enfants qui doivent être suivis quand même. Sur le plan nutritionnel, sur le plan médical, ils ont tous bien évolué, avec un gain pondéral, le sourire qui revient chez tous les enfants. Aujourd'hui, nous assistons à une prise en charge psychologique pour évaluer un peu les aspects cognitifs de ces enfants, avec l'équipe de Dr Giroux qui vient de passer pour les stimuler, pour essayer un peu de les évaluer du point de vue psychologique. L'étape suivante, permettre aux bébés de dépasser cet état de stress en leur offrant des moments chaleureux. Venir donner des moments de joie de vivre. C'est ça qui doit accompagner l'acte médical essentiel qui est en train de se faire, donner de la joie de vivre, raccrocher à la vie et que ces enfants sentent qu'ils sont importants. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas la notion d'État, mais en réalité, tout ça, c'est l'État. C'est l'État qui est en train de dire à ses enfants, vous êtes importants et nous allons tout faire pour que vous soyez viables et que vous vous épanouissiez, que vous ayez toutes vos chances de vous développer comme n'importe quel autre enfant. Les bébés vont beaucoup mieux, certes, mais une autre étape s'impose, celle de l'identification et de leur placement en famille ou en adoption. La plupart des enfants ont été identifiés et leurs familles aussi ont été retrouvées. Et chaque jour, même pas plus tard que tout à l'heure, j'ai eu à m'entretenir avec un des parents. Et tous les parents sont actuellement en train d'être retrouvés. Pour le moment, nous avons pu identifier beaucoup de parents et parmi ces parents, il n'y a que 2 pour le moment qui sont réticents, mais les autres sont disposés à récupérer leurs enfants. Et maintenant, si l'abandon est déclaré aussi bien pour les nouveau-nés trouvés que pour les autres, ils tombent dans ce qu'on appelle l'adoption. Voilà. Et à ce moment-là, nous sommes dans une phase d'adoption nationale ou dans une phase d'adoption internationale, puisque par exemple, moi je suis l'autorité centrale compétente en matière d'adoption internationale, et donc ces enfants peuvent être aussi bien éligibles à l'adoption nationale, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de familles sénégalaises qui veulent adopter, que d'adoption internationale, parce que le Sénégal a ratifié la convention de la Haye sur l'adoption internationale. Je pense que ce serait une excellente idée de les mettre en famille. Et je ne pense pas qu'il faille les remettre en pouponnière, parce qu'en réalité, il faut une attention particulière à ces enfants. Une nouvelle page se tourne, un avenir meilleur se prépare pour ces bébés. En tout cas, l'État a mis en place tout un dispositif pour veiller à l'avenir de ces bébés. Nous allons au Poney Club de Anne. C'est une aventure équestre qui a débuté il y a 36 ans, de 5 à 65 ans. Les pensionnaires trouvent sur place bien plus qu'une simple formation entre cours d'équitation et balade à cheval. Une immersion passionnante vous attend, découverte avec Mamadou Sakine. Joséphine, 15 ans, est une cavalière en herbe. Elle nourrit une passion débordante pour l'équitation. Son amour pour Tembo, son cheval, est particulier. J'ai commencé à monter Tembo depuis 1 an et demi et je l'aime beaucoup même s'il est un peu fou. C'est un poney vraiment incroyable qui est hyper gentil. Concours dernier, au paddock, c'est là où on détend les chevaux. Il était complètement chaud, il m'embarquait, il me tirait. J'ai même pleuré parce que j'étais en plein stress. Et finalement, on a réussi à faire un sans faute et un classement. Même si j'étais très stressée et qu'il était très chaud. Tranquillement, tranquille. Voilà, regarde là. Regarde là où tu vas. Regarde là, Véronica. Là. Voilà, tranquillement. Très bien. Nous sommes au Poney Club de Anne, créé en 1988. Ce centre équestre accueille une centaine d'élèves entre 5 et 65 ans. On a ici presque 80 chevaux. Alors on a une première partie de l'écurie avec les chevaux de club, ensuite les chevaux de propriétaires et finalement les poneys. Alors nous tous les jours on a des cours, toutes les après-midi et samedi matin il y a des cours pour les élèves
et les propriétaires. Et les matins, on travaille les chevaux. Donc on monte à cheval et on fait des exercices aux chevaux. Au-delà de la formation, la balade à cheval est aussi ouverte au public. Curer les sabots des cheveux, les coiffer, leur faire prendre un bain intégral sont des étapes déterminantes pour le maintien en forme. Il y a également un élément essentiel face au risque. Tout le monde a une assurance, donc en cas d'accident, la personne est assurée, le cavalier est assuré. Et bien sûr, il y a un équipement particulier à mettre quand on monte à cheval. Donc il faut avoir un casque de protection, des gilets pour certains, et bien sûr l'équipement qui va avec, donc le pantalon d'équitation, les bottes, etc. Un cadre enchanteur pour parents d'élèves et pensionnaires. On voit que les chevaux sont bien traités, ça c'est très important aussi, le soin qui est apporté aux chevaux. Le fait qu'il y ait le parc de Han à côté où vous pouvez faire des balades, c'est super agréable. Et puis franchement, Arnaud et Nour, les propriétaires du centre équestre, sont vraiment très accueillants. Ici, j'apprends à monter, à m'améliorer tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, on a sauté, donc j'ai appris beaucoup de choses. Au début, on apprend les bases et après, on essaie de se perfectionner dans le saut et avec le cheval aussi. Le trot, la posture, les allures, tout ça. Mon rêve, ce serait de devenir cavalier olympique, atteindre des épreuves comme les Longines. Et mon idole, c'est Christopher Six, cavalier international français qui fait du concours complet, c'est-à-dire qui est basé sur du CSO, du dressage et du cross. Devenir des cavaliers de renom, c'est le rêve des pensionnaires de ce centre équestre. La passion, elle est déjà là. Ce qui reste, c'est l'abnégation, la persévérance et la patience qui feront d'eux, demain, des grands champions de classe mondiale. Pourquoi pas? Voilà, merci beaucoup à notre jockey Mamadou Sakine. Voilà, et puis, mesdames et messieurs, donc nous allons tout de suite, dans un instant, le journal des régions. Voilà, pour débuter ce journal des régions, nous allons dévoiler l'histoire méconnue de la Maison de la Culture d'Outasek, jadis résidence officielle, un petit palais témoin d'une séquence historique majeure du Sénégal qui prend vie. Reportage de Mariam Biramba. Maison de la Culture d'Outasek. Un centre de recherche-action, de diffusion et de développement d'activités culturelles. Et pourtant, derrière se cache tout un passé. Mamadou Dia, ancien président du conseil, fut son premier locataire sénégalais. Le président Dia y habitait. Je l'ai trouvé plusieurs fois parce que je suis diaïste, qu'il avait demandé à habiter dans une maison pour prier à l'aube et pratiquer le wazifa. Située au cœur de la Médina dakaroise, dans la capitale sénégalaise, la Maison de la Culture Abdoulaye d'Outasek renferme toute une histoire et a quelques souvenirs. El Hadj Khan, fils d'un des compagnons du président Dia, se rappelle. Dans la maison, il y avait de petits lions, il y avait des gazelles et beaucoup d'arbres. La variation des arbres et la multiplicité des arbres faisait que nous, on courait dans ces arbres-là, on s'y cachait et on faisait ce qu'on appelle le dordaché. Quand il sortait, tout le monde savait que c'était le président du conseil, car la maison c'était le marché de laine. Tout le monde applaudissait et parfois, il descendait même pour leur serrer la main. Érigée sur une superficie de 15 000 m², avec au milieu de sveltes cocotiers, la maison est un véritable chef-d'œuvre dans sa conception. Ce petit palais, jadis était également appelé Kër Maodo ou encore Résidence Dia. Elle a été bâtie en 1933. Ses bureaux faisaient autrefois office de chambre. Ici étaient accueillis et récompensés les meilleurs élèves de la Médina et d'autres quartiers de Dakar en expansion.
Il y avait l'école de la Médina, où Alassane Alou, qui habitait à la rue 5, qui était ami de Dia, faisait de telle sorte que d'abord l'école, ensuite les autres établissements. Ça, il le faisait et vraiment on était très contents quand il le faisait. Cet édifice culturel est aussi un témoin d'une histoire tumultueuse, la crise politique de 1962, opposant Senghor à Dia. En effet, ce dernier a été arrêté sur ces lieux après les événements du 17 décembre. Le 17 décembre, on parlait de coup d'État ou coup de force. Et c'est le 18 décembre qu'il y a été arrêté. Ça, je m'en rappelle parce que je l'ai vécu. Mon papa a même été arrêté, puis libéré. Nous, enfants, ça nous a surpris. On n'était pas politique, ça nous a surpris. On ne savait pas ce qui se passait. Mais c'est après que notre papa nous a expliqué. Par la suite, la maison fut un pied à terre pour beaucoup de chefs d'État africains, obligés de quitter leur pays pour des raisons politiques, comme les coups d'État. On peut citer Daouda Kairaba Diawara, ancien président de la Gambie, Hissène Habré du Tchad, Ahmadou Ahidjo du Cameroun. Après son arrestation qui lui a conduit à Kédougou, beaucoup de personnalités étaient accueillies dans cette maison. La résidence Dia fut rebaptisée le 23 avril 1997, Maison de la Culture par le président Abdou Diouf. Plus tard, on lui donnera le nom de l'illustre homme de culture, Abdoulaye Douta Seck. La Maison de la Culture Douta Seck, associée au souvenir du Maodo, est inscrite sur la liste nationale des sites et monuments historiques depuis 2004. Voilà donc pour l'histoire de la Maison de la Culture Douta Seck, direction Saly-Portudal, perle de la Petite Côte, touchée par l'avancée de la mer. La riposte au dérèglement climatique se maintient grâce à une digue artificielle de plus de 20 milliards investis 5 ans après sa construction. Les hôteliers saluent donc notamment ce qui a été érigé pour la préservation du tourisme, principale activité de la zone. Grand format signé à Lamine Touré. À Saly-Portudal, au sud de Dakar, des hôteliers comme Samba Kamara sont désormais à l'abri de l'érosion côtière. Cette digue de roche d'origine volcanique a permis de récupérer cet espace de loisirs de l'hôtel Princesse sur le littoral. On est environ à 50 mètres de plage devant Saly Princesse de récupérer. Et déjà 50 mètres de plage à Saly Princesse. On se retrouve comme la situation d'avant. Cette situation d'avant, c'est celle des années 1980. Comme aujourd'hui, plage propre, sable fin, activité balnéaire florissante. Mais peu avant 2000, cette partie touristique du littoral était agressée et endommagée par l'érosion côtière. L'eau nous envahissait jusqu'à l'intérieur de l'hôtel. Donc ça, c'était vraiment inadmissible parce qu'on était obligés même des fois, nous, de procéder à des travaux de récupération simples. Pour Boubacar Sabali, témoin des faits, l'action de l'homme a accéléré le phénomène. Ce qui s'est passé à Saly, il y a certainement un dérèglement climatique, mais il y a le phénomène qu'on a appelé phénomène accélérateur, qui est là, c'est l'édification, l'autorisation de l'édification d'ouvrages sur le littoral, qui ne devrait pas avoir lieu. Compte tenu de l'ampleur des dégâts, le gouvernement a été saisi en 2013. Le chef de l'État a personnellement constaté la montée périlleuse du niveau des océans sur ce site balnéaire de Saly-Portudal, une destination touristique phare du Sénégal. Des travaux sont donc engagés pour restaurer cet écosystème avec l'appui de la Banque mondiale. Lors du lancement de la saison touristique 2013, présidé par le chef de l'État, nous avons fait fort de lui faire voir les plages d'abord, de lui montrer les photos anciennes de Saly vers les années 80 et de Saly maintenant. C'était un réel désastre. Le président lui-même a convenu que c'était un désastre. En 2019, un an après le début des opérations de restauration, le résultat est visible. 27 milliards de francs CFA ont été mobilisés.
Sur un linéaire de 7 km, la joie de vivre en bord de mer est devenue une attractivité pour les touristes. On est tellement contents qu'ils ont fait les travaux parce que dans le temps, il y avait les palmiers qui sont tombés dans la mer, il n'y avait plus de plage, il y a même des maisons qui ne sont plus là. Sur le plan visuel, c'est pas un peu gênant? Ça ne gêne pas, non. Je trouve que c'est très beau et oui, c'est agréable. Le président de la République nous a redonné à Saly son lustre d'antan. Et comment? En faisant effectivement la réhabilitation des plages de Saly, parce que vous savez que la destination Sénégal est une destination balnéaire. Au-delà des infrastructures hôtelières, c'est aussi la collectivité territoriale de Saly qui en bénéficie. Ces travaux de résilience climatique sont bénéfiques pour nous. Cela a permis de sauver des hôtels et des habitations installés tout au long de cette partie de la petite côte. Des épis et des brise-lames ont donc été utilisés pour stabiliser ces étendues de sable fin à Saly-Portudal. Cette politique de résilience climatique est en cours sur le littoral pour sauver une bonne partie de l'économie nationale, car ces zones côtières concentrent 60% de la population sénégalaise, selon la Banque mondiale. À Ziguinchor, ce sont plus de 9000 oiseaux de 68 espèces qui ont été recensés dans l'aire marine protégée de Niamoun-Kalonai. Le capitaine Sagna et ses hommes ont sillonné les 63 894 hectares de son AMP à travers les artères et les bolons. Michel Mende à Ziguinchor. C'est au petit matin que l'équipe du capitaine Sagna a démarré le décompte. À travers les artères et les rizières de la commune de Ziguinchor, beaucoup d'espèces ont été aperçues. On a rencontré les ibis tantales, juste au niveau également de la rizière. On a vu quand même des hérons crabiers. Également, on a rencontré également des grands cormorans, des milans noirs également, on les a rencontrés. Des pélicans gris qu'on a rencontrés également dans la zone et tant d'autres espèces également, surtout qu'on a rencontrées. Il y a d'autres espèces qu'on a constatées aujourd'hui qu'il y a un peu, le nombre a un peu évolué. Une opération qui a permis d'identifier une espèce rare dans la zone, le héron crabier. Durant tout le parcours qu'on a fait, c'est juste ici, le site-là, qu'on a rencontré des hérons crabiers. Voilà. Bon, c'est des espèces qui sont très rares à observer, surtout dans la zone. Avec ses zones humides et sa flore très diversifiée, la Casamance reste une terre d'accueil pour les oiseaux. Ce que j'ai vu sur le terrain, ça me rassure. En fonction des données, on pourra faire des analyses. C'est par rapport à la sortie de ces résultats que nous pouvons dire que s'il y a des menaces ou bien si c'est bon. Une journée pour sensibiliser les populations sur l'importance des oiseaux. Les gens qui n'ont aucune connaissance sur les oiseaux, quand tu leur parles que je vais aller compter des oiseaux, on se met à rigoler pour nous demander comment est-ce que nous pouvons compter les oiseaux. Ou sinon, vous n'avez pas d'autre travail que d'aller compter les oiseaux, alors qu'ils ne comprennent pas l'importance qui est derrière les oiseaux. Quand on protège les oiseaux, c'est se protéger nous-mêmes. Parce que l'oiseau ne fréquente pas les zones qui sont polluées. Le décompte se fait dans les aires marines protégées, les parcs et les réserves, en même temps dans le monde entier. Pour couvrir ces 63 884 hectares, l'ANP de Niamoun-Kalonai s'est organisé en 4 groupes. Il y a au moins 3 groupes qui sont au niveau de la partie fluviale. Et maintenant, il y a le groupe terrestre que nous sommes. Pour le dénombrement de 2024, 9023 individus de 68 espèces ont été enregistrés. Aujourd'hui, la Casamance compte 6 aires marines protégées en plus du parc de la Basse Casamance et de la réserve ornithologique de Kalissaï. On repart de la journée internationale du décompte des oiseaux d'eau au parc national de Djoudj à Saint-Louis. Une opération a été lancée pour évaluer la diversité des espèces et préserver la réserve des menaces environnementales. Abdouad nous plonge au cœur de cette mission essentielle pour l'écosystème. Parc de Djoudj, 7h45 du matin. Le décompte peut démarrer.
Le 15 janvier de chaque année, il est procédé au dénombrement des oiseaux d'eau partout dans les zones humides, comme ici à Djoudj. C'est une journée d'enseignement que j'aimerais voir profiter chaque enfant de ce pays pour connaître d'abord le patrimoine qui est là, mais également justement tout ce savoir qui est là et cet écosystème qui est là, qui est extrêmement riche. Assez extraordinaire, je pense que ce n'est pas assez montré à l'extérieur du Sénégal. Une richesse ornithologique extraordinaire. Je pense que c'est un vrai vivier pour le Sénégal. Des pélicans blancs aux cormorans en passant par les aigrettes et les sarcelles d'été, aucune espèce n'a échappé à la vigilance des compteurs. Le comptage requiert une technique particulière, bien maîtrisée par les agents du parc. On prend en compte les facteurs climatiques, tout ce qui est météo. Il y a des éléments extrêmement importants à prendre en considération pour pouvoir vraiment véritablement compter, mais également donner les certitudes qu'on a fait au dénombrement. La sterne royale est l'oiseau parrain de cette année. Le dénombrement permet de prévenir certaines menaces qui pèsent sur la réserve. Cette connaissance-là permet donc de donner non seulement une attention toute particulière sur les conditions enregistrées cette année, et pouvoir extrapoler pour demain que faut-il ne pas faire pour déranger cet effectif-là. Vous étiez là avec nous, vous avez vu comme c'est beau, mais vous avez vu aussi comme c'est fragile. Et c'est ça justement, toute beauté est fragile. Hein. Il faut se battre pour la préserver par l'information. Vous pouvez informer mieux et davantage sur ces questions essentielles. Autre menace importante, la cohabitation difficile avec les exploitants agricoles, dont les déchets des engrais chimiques participent à l'acidification des zones humides. Le ministre appelle à une action commune pour la préservation de la réserve de Djoudj, qui s'étend sur 16 000 hectares. Voilà les actions entreprises par l'État pour la préservation du parc national des oiseaux de Djoudj. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.